Il t'enseigne la médecine et il te dit si je t'enseigne cette médecine, tu dois retourner chez toi et aider ta population. Et c'est là que réside l'esprit révolutionnaire. Et cet esprit, on le voit dans chaque Cubain. Voir tous les jours un patient décède parce qu'il n'a pas de moyens. Il y a ma voisine, une vieille de 70 ans. Ça fait 2-3 jours qu'elle ne m'a pas vu. Aller à la faculté, aller à l'hôpital. Elle est venue, elle a toqué à ma porte. Elle m'a dit, comment vas-tu mon fils? Je me suis dit, je suis malade, je lui ai expliqué mon souci. Et depuis ce jour, chaque jour, elle m'amenait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Jusqu'à ce que je sois rétabli. Ici même au Tchad, nous qui nous disons musulmans, personne ne ferait ça. Je suis Dr Tidjani Oumar Ahmed Moussa pour le Ndian Post. Bonjour Dr Tidjani. Bonjour. Qui est l'homme au-delà de la blouse? Au-delà de la blouse, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est humain, passionné de la poésie, de la lecture et du Scrabble, un papa dans bientôt et un époux seulement. Parle-nous un peu plus de ton parcours. Je suis médecin au CHU de la mère et de l'enfant, aux urgences pédiatriques, et je travaille à temps partiel comme médecin du travail. J'ai obtenu mon bac en 2013 au lycée Pabal Lagré. J'ai obtenu une bourse pour le Cuba, une bourse du projet ELAM, qui est l'école latino-américaine de médecine. Et de là, à 18 ans, je suis allé à Cuba faire ma médecine. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. J'ai travaillé comme médecin de travail avant d'intégrer le centre hospitalo-universitaire de la mère et de l'enfant aux urgences pédiatriques. La bourse, c'était sur concours, c'était sur dossier, c'était comment? C'est une bourse sur dossier que Cuba envoie chaque année aux pays du tiers-monde. Il ne s'agit pas juste du tiers-monde, il s'agit du monde entier. On étudie avec 180 nationalités différentes. Donc du coup, ça a été plus facile. On a déposé nos dossiers au niveau de l'ambassade de Cuba à Cotonou et on a été retenu grâce à nos notes, sûrement. Est-ce que tu te rappelles du moment où toi, jeune bachelier, tu as appris que tu allais avoir cette bourse? J'étais content parce qu'on m'avait mis un ultimatum entre étudier la médecine ou être un agent de la météorologie. J'ai dit non, j'ai toujours voulu être médecin. C'est ce que j'aime. Ou soit je veux pas apprendre le fiqh, c'est-à-dire les connaissances religieuses. Soit ça, soit la médecine. Parce que pour moi, il n'y avait pas de plus utile que d'être médecin ou d'être un alim. Dis-nous, est-ce que tu te rappelles de ce moment exact où tu t'es dit « je veux être médecin » ? Je me rappelle très bien, j'étais tout petit avec mon répétiteur à la maison et mon oncle qui est mon mentor aussi, Dr Ahmed Moussa Ali. Il revenait de Médecins sans frontières. Il avait fait Congo, Mauritanie, il avait sillonné toute l'Afrique pour soigner des malades. Il était revenu avec des cheveux bouclés, avec son sac à dos, un vrai aventurier. Et voilà, sur ce coup, je me suis dit je vais être médecin. Tu nous as dit quelque part comment tu es arrivé à Cuba, mais comment cette opportunité s'est présentée? J'étais là, je voulais juste faire la médecine. J'avais déposé pour Ségolène de Paris, de Bordeaux, pour Cheikh Anta Diop. J'attendais. J'avais toujours mes dossiers avec moi, au cas où une occasion se présente. Et j'ai mon oncle qui est le consul au Bénin. Donc il était ami avec l'ambassadeur du Cuba au Bénin. Ils avaient créé un lien et on m'appelait. Voilà, il faut amener vos papiers et tout, mais il faut avoir une mention et avoir des bonnes notes en biologie et physique et mathématiques. On a envoyé et ils ont accepté. Alors tu nous as dit, et puis je suis partie. Comment est-ce que tu as vécu ce départ loin de ta famille et de ta culture? Il n'y avait pas de souci, je me suis adapté tout de suite parce que j'ai toujours aimé être en contact avec les autres. Et je suis parti, j'ai trouvé quand même 180 nationalités à ma disposition. Je m'imprégnais de chaque culture, j'apprenais 2 petits dialectes, langues, comment se dire bonjour. C'est comme ça qu'on se fait des amis. C'était plus facile avec moi. Le contact humain avec les Cubains, ce sont les personnes les plus délicieuses qu'il y a. Chaque année, on organise des petites fêtes, c'est-à-dire des galas. Galas d'Afrique, des Amériques. C'est tout ce cadre-là qui m'a fait un peu oublier peut-être ma famille, mais je me suis bien adapté et ça a été fluide. Alors, une fois arrivé là-bas, ça a été quoi ta plus grande surprise en arrivant? J'étais surpris qu'il soit si gentil en fait. Qu'une personne qui ne te connaisse ni d'Adam ni d'Ève t'offre une bourse, t'accueille chez lui, il t'inculque les valeurs les plus importantes, il t'enseigne la médecine et il te dit si je t'enseigne cette médecine, tu dois retourner chez toi et aider ta population. Et c'est là que réside l'esprit révolutionnaire. Et cet esprit, on le voit dans chaque Cubain. Il ne s'agit pas de leur gouvernement, de leur État ou de leur président, non, il s'agit d'eux-mêmes. Est-ce que tu aurais une anecdote forte à nous raconter par rapport à pourquoi c'était ça? 3e année de médecine, je jouais au foot, j'avais eu une petite blessure. Donc du coup, j'ai eu une gonalgie, c'est-à-dire une douleur au niveau du genou qui a commencé à faire un petit abcès. Donc je suis allé à l'hôpital, je faisais de la fièvre, ils ont drainé, je suis revenu chez moi. Et à ma voisine, une vieille de 70 ans. Ça fait 2-3 jours qu'elle ne m'a pas vu. Aller à la faculté, aller à l'hôpital. Elle est venue, elle a toqué à ma porte. Elle m'a dit, comment vas-tu mon fils? Je me suis dit, je suis malade, je lui ai expliqué mon souci. Et depuis ce jour, chaque jour, elle m'amenait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Jusqu'à ce que je sois rétabli. Ici même au Tchad, nous qui nous disons musulmans, personne ne ferait ça.
Mais à t'entendre parler, on a l'impression que cette année d'études n'ont été que vacances et tranquillité. Dis-nous, il y a eu quand même des moments difficiles. Les moments difficiles, c'est relatif. Tout dépend de comment vous voyez les choses. Le fait d'être joyeux dépend de nous. Ça vient pas de l'extérieur, ça dépend de nous. On a eu des moments de difficulté. On a été stressé à cause des examens. On a été stressé parce qu'on nous a humiliés devant les autres. On a déchiré nos dossiers cliniques qu'on avait écrits parce qu'il y avait plein d'erreurs, parce que notre espagnol n'était pas si parfait que ça, ou parce qu'on a commis des erreurs de diagnostic. La faculté de médecine, c'est une étape. Tout ça, c'est difficile. Mais tu résistes parce que tu aimes ce que tu es en train de faire. Et le résultat, maintenant, il est là. On a même oublié cette douleur. Parce que vous ne vous rappelez pas la dernière fois que votre papa vous a donné une petite fessée. On ne se rappelle pas parce que c'est déjà passé. Et on a perdu plein d'amis pendant notre année de médecine. Mais le plus important, c'est d'aller de l'avant et devenir quelqu'un de meilleur. Pour nous qui sommes en dehors de ce monde-là, il y a toujours une question qu'on se pose, un peu morbide sans doute. C'est ta réaction lorsque tu as vu le premier corps de ta vie. Dans l'école latino-américaine de médecine, on avait une morgue. Et cette morgue-là avait des cadavres dans du formol. Donc, votre premier contact, vous partez, on vous met les cadavres et vous vous mettez en contact. Vous essayez de voir quel muscle, quel nerf qui sort d'ici, quelle est l'origine de ce nerf, est-ce que ce nerf il est crânien ou c'est un nerf beaucoup plus superficiel. On essaie de nous enseigner ça. Et c'est pas difficile. Maintenant, mort comme tel, on a vu une personne arriver et mourir comme tel. Moi, ça a été en 3e année de médecine, quand on a été vraiment dans la clinique. Je me rappelle pas, il y a eu beaucoup de morts, je me rappelle pas. Et il est rare de voir un patient mourir à Cuba. Il est rare. Après 7 ans d'études à Cuba, tu rentres à N'Djamena. Comment se passe ton retour? On nous a accueillis, le ministère nous a accueillis. On nous a donné des promesses qu'on allait avoir notre intégration, qu'on allait travailler dans bientôt. On nous a déjà inculqué le fait de revenir et être à la disposition de sa population. Dès mon arrivée, je suis parti à Dagana. J'avais un pote là-bas, donc j'ai commencé à pratiquer ma médecine et j'ai vu le délabrement sanitaire dans lequel nous vivons. On a besoin de médecins. Il ne s'agit pas de rester bras croisés, bien qu'on n'a pas fait de spécialité et tout. Même les médecins généralistes, tout le monde peut apporter sa contribution. Mon professeur d'histoire de la médecine me disait qu'il ne s'agit pas d'être un héros, mais il s'agit juste de changer une vie pour être un héros pour cette personne. Tu n'as pas besoin d'être un héros pour que tout le monde te connaisse comme Superman, non. Tu changes une vie et tu es l'héros de cette personne, de ce petit enfant ou de cette grande personne. C'est quoi le plus difficile pour toi de pratiquer ici plutôt qu'à l'étranger, de pratiquer la médecine? Le plus difficile pour moi, c'est de ne pas avoir tout gratuitement. Parce que j'ai étudié la médecine dans un pays où tout était gratuit. Tu indiques un scanner, le patient n'a même pas besoin de se tracasser. Tout est coordonné. Il envoie ça à l'infirmière générale envoie ça directement à l'infirmière de radio. Ici, un patient doit faire tout le tour de l'hôpital pour se faire prélever, pour pouvoir envoyer ses prélèvements au labo. Il n'y a personne qui s'en charge. Une personne qui vient dans une urgence totale, il n'y a pas le nécessaire parfois pour remédier à cette urgence, pour intervenir sur cette urgence. C'est ça ce qui me fracasse le cœur souvent. Et le côté psychosocial. Ça aussi c'est important. Une personne vient, il a un bébé, comme je suis aux urgences pédiatriques, avec son nourrisson ou son enfant qui est malade. Il te dit, j'ai pas de l'argent. On dit, on va vous hospitaliser. Je vais faire manger ma famille. Comment? La femme elle est là, le bébé il est là, ils doivent manger. Même si vous me donnez les traitements gratuitement, comment je vais les faire nourrir moi à l'hôpital? Donc parfois il accepte malgré lui de rester. Mais après 1 heure, tu le vois prendre son enfant et sortir sans nous prévenir. Il ne s'agit pas de rester dans un bureau, prendre une décision. Il s'agit de rester là avec les patients. Vous allez les voir tous les jours. Un patient décède parce qu'il n'a pas de moyens. Un patient vient en retard à l'hôpital parce qu'il n'a pas les moyens. Il te dit, j'étais en train de me préparer avant d'amener le bébé à l'hôpital. Alors que nous, le médecin, souvent rempli d'orgueil, on reste là, on dit, non, mais pourquoi tu l'as amené trop tard? Fallait l'amener avant, on pourra t'aider. Oui, mais lui, il ne sait pas qu'à l'hôpital, parfois, on peut t'aider. Il ne sait pas que parfois, il y a des médicaments qui sont à sa disponibilité gratuitement. Il ne le sait pas. Donc, il vient et c'est trop tard. Mais est-ce qu'il y a eu une situation particulière ou un patient qui t'a particulièrement marqué? Le mercredi, je n'étais pas de garde. Le mercredi, je sortais et un patient que j'avais vu un peu plus tôt. Donc, il est revenu avec les résultats que, voilà, on avait dit que ton enfant, il doit rester, on doit l'hospitaliser, qu'il n'avait pas les moyens. Les médicaments, on peut les trouver, il n'y a pas de problème. Mais si on trouve les médicaments, est-ce que vous allez rester? Il a dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit ok. On a trouvé les médicaments, on lui a fait, il est resté. Je rentre, j'appelle mon collègue qui était de garde. Comment va le patient? Ils ont fait la radio, oui, ils ont fait la radio est très mauvaise, voilà, tata. Je dis ok, ils sont où? Attends, je vais partir les voir. Il me rappelle, il me dit qu'ils sont partis. Maintenant, on revient un peu à ton choix d'avoir fait de la médecine de travail. Explique-nous en une phrase, c'est quoi? C'est prévenir que le travailleur n'ait un problème de santé du fait de son travail. La prévention avant tout.
Quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent en médecine du travail? Médicalement parlant, on rencontre souvent les accidents de travail qui sont les fractures. On a des AVC, souvent. On a des AVC parce qu'ils ont une hypertension, ils ne sont pas bien suivis. Donc du coup, à cause du charge de travail où ils travaillent longtemps sous le soleil, ils font un AVC. Ils ont une hypertension et un AVC. Et les TMS. Les TMS, c'est des troubles musculo-squelettiques. Le stress. C'est une maladie maintenant, le stress. Yeah. Tout le temps, le travailleur ou le salarié, il est stressé. Les soudeurs, s'ils n'ont pas de lunettes protecteurs, ils peuvent avoir à long terme un problème de la vue. Le médecin de travail intervient. Il identifie d'abord les risques professionnels avant de prévenir. Déjà, c'est une branche qui est méconnue des Tchadiens. Comment, du coup, les amener à connaître? Elle n'est pas si méconnue que ça. Hein. Toutes les grandes entreprises ont des médecins de travail. C'est obligatoire. Le code du travail l'exige. On va passer à des questions un peu plus fun. C'est quoi le cliché le plus faux sur les médecins que toi tu as entendu? On est orgueilleux. Et celui qui t'énerve le plus? On est infidèle. Tu l'as dit. Mais vous vivez quand même des choses parfois assez difficiles. Est-ce que ça t'a déjà fait douter de ta vocation? Oui, tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi j'ai pas pu sauver ce patient? Aux urgences, on n'a pas de défibrillateur. Il y a des patients qui sont en asystolie, on n'a pas de moniteur cardiaque, qui doivent être aux urgences normalement. Plutôt urgence ou consultation programmée? J'aime les urgences. Je suis addict à l'adrénaline. Selon toi, c'est quoi le conseil médical que tout le monde devrait appliquer? Il faut se connaître. Tu suis un peu les séries médicales? Oui. C'est quoi ta préférée? Dr House. Il est un peu orgueilleux, il est un peu bizarre, mais c'est ça ce qui fait son charme. Quand on t'entend parler, on sent que tu lis beaucoup. Quel est ton livre préféré? Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. J'adore ce livre. Il y a Les Misérables et tout ça, mais Oscar Wilde, on en tire beaucoup. Si la médecine était une femme, quelle serait la plus belle déclaration que tu pourrais lui faire? Soy porque eres. Je suis parce que tu es. Un conseil pour ceux qui se lancer dans cette voie? Ne laissez personne vous décourager. Faites ce qui vous excite. C'est ça le plus important. On peut vous dire non, ce métier est plus important, mais avant tout, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est ça le plus important. Alors maintenant, y a-t-il un proverbe ou une citation en langue tchadienne qui te plaît ou qui t'inspire? Toda experiencia tiene valor. Toute expérience a de la valeur. Oscar Wilde.